Et on reprend bien sûr le tour, hein, et ce sera une fois de plus avec nous, avec vous, Passion Parfendum. Pour parler, tout à l'heure, vous avez d'ailleurs abordé justement cet aspect, hein, on parlait de cette lutte nationaliste, justement, du côté de la République centrafricaine qui a joué un rôle important dans ce nouveau tournant. Finalement, on comprend qu'aujourd'hui, si on en arrive à ce niveau, c'est parce qu'il y a eu justement une lutte bien avant, malgré ce passé douloureux quand même, qu'on ne pourrait pas effacer comme ça d'un revers de la main. Mais il y a tout de même un résultat aujourd'hui. C'est ce que j'appelle souvent la victoire des vaincus. On a pensé évidemment que pendant toute cette période sombre, comme je l'ai dit, qui est bien avant la présence des explorateurs français sur cet espace, oui, qu'on avait fini par vaincre la détermination des peuples centrafricains, des peuples noirs de cet espace, à retrouver leur dignité et à retrouver leur souveraineté. oui. Mais je crois que les générations d'aujourd'hui sont tout simplement l'aboutissement de toute cette expérience, de toute cette souffrance, mais surtout de toute cette détermination à retrouver évidemment leur place d'homme libre dans l'espace qui est le leur. Parce qu'ils se sont tout simplement réappropriés ce qu'on appelle la conscience historique. Et sans réappropriation de la conscience historique, Madame Manuela, il est difficile que les gens puissent opérer des schismes extrêmement révolutionnaires, oui, qui puissent leur permettre enfin de se lancer dans les chantiers aussi importants que celui dont qui revient cette thématique, celui, oui, de la réécriture de la Constitution, oui, centrafricaine, qui en réalité n'est que le déterminant majeur de la volonté légitime et populaire de ce peuple-là à dire à la face du monde que nous sommes le Centrafrique. Parce que c'est nous qui sommes les maîtres du jeu de l'avant. C'est nous qui allons fixer, n'est-ce pas, le cap qui est le nôtre, mais surtout sans pied de Chine, sans être dans un aplaventrisme, comme on l'a constaté avec les élites tout à l'heure, quand le docteur Yann faisait les différents paliers, il avait oublié que dans les temps coloniaux, on avait ce qu'on appelle les indigènes évolués. Alors ces indigènes évolués étaient évidemment ceux à qui on confiait pour la plupart du temps des rênes de pouvoir pour continuer, n'est-ce pas, à entretenir ce que Samir Amin a d'ailleurs dit, de nous entretenir dans la périphérie. Parce que pour Samir Amin, dans la construction de l'impérialisme capitaliste du monde, il y avait le centre qui était et la périphérie que nous étions. Et il ne fallait justement pas qu'il y ait l'inversion ou bien un chamboulement de cet ordre établi pour que le business économique continue dans sa forme qu'on connaît jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire ce capitalisme néolibéral triomphant qui continue de nous maintenir dans les affres de la misère, de l'injustice, mais surtout de la pauvreté quasi endémique, surtout dans les précarés français. Oui. Donc je crois sincèrement que nous sommes face à un peuple qui a su sortir, c'est comme un sphinx, comme disent les observateurs, qui a su ressusciter malgré la douleur, malgré les moments les plus difficiles, malgré pratiquement ce génocide, malgré cette violence, malgré ce ravalement au rang de la bête. Parce que c'est ça de ça qu'il s'agit aussi. On nous a dénié même notre humanité. On nous a fait croire que nous n'étions pas au même niveau, n'est-ce pas, en tant qu'être humain que les autres créatures de cette terre. Et nous sommes aujourd'hui, l'Afrique en général, l'Afrique noire en particulier, le dernier espace où cette question se pose. Parce qu'ailleurs, tout à l'heure, il a évoqué l'Amérique latine, je ne veux pas revenir sur le processus, n'est-ce pas, qui a abouti de reconquête de cette souveraineté, de cette humanité au niveau de l'Amérique latine, et qui a été quelque chose de formidable. Tout à fait. On parle souvent des instruments qui ont été utilisés par les maîtres coloniaux pour imposer ces dominations, par exemple l'Église catholique. Vous savez pertinemment qu'en Amérique latine, c'est là-bas qu'est née la théologie de la libération, dirigée par un certain padre Edel Camara. Tout à fait. Et quand on regarde le Centrafrique, on se rend aussi compte que c'est Barthélemy Boganda qui était un prêtre qui va, comme je le disais tout à l'heure, sonner le tocsin de la Népal. Donc, quel qu'en soit les mécanismes que vous employez pour assujettir un peuple, il y a toujours un moment de maturation où ce peuple-là décide de faire autrement. Alors, ce que ce peuple attend, ce n'est pas un messie, mais c'est un leadership éclairé. Et dans le cas actuel pour la République centrafricaine dont nous parlons, oui, cette leadership éclairé est arrivé parce qu'il a aussi subi, il a presque traversé
n'est-ce pas, cette traversée du désert, à travers tous ces étermoiements, tous ces coups d'État qui n'en finissaient pas, toutes ces manipulations. Vous avez un chef d'État en Centrafrique, dont le chef d'État-major était un chef de renseignement français de l'armée française, M. Manton. Il y avait des situations aussi ubuesques que celle-là. Donc, enfin, le peuple centrafricain prend l'initiative et décide de renverser la table pratiquement. Parce que c'était une véritable révolution ce qui se passe en Centrafrique. On ne peut pas bien le comprendre. Mais surtout, se donne la possibilité ou bien a la chance d'avoir un guide qui comprend son cri et qui accepte, n'est-ce pas, de prendre cette dose de responsabilité, de conduire cette révolte-là vers la terre promise, la liberté. Je vais beaucoup parler aujourd'hui comme les chrétiens, parce que bon, pour que les gens comprennent très bien. Oui. Et c'est le président Foussin Akranj Touadéra. Et pour le faire, il ne fallait pas seulement un certain niveau de compréhension des choses sur le plan intellectuel, mais il fallait aussi du courage. Du courage à la fois politique, mais du courage même physique. Parce que quand vous êtes sur ce chantier-là, tout vous arrive, tous les coups possibles, imaginables, sont construits par ceux qui pensaient que de cet espace-là, il ne faut pas avoir ce niveau de révolte pour vous supprimer. Et on voit très bien ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc je crois que nous sommes là dans une phase extrêmement importante de l'histoire de ce peuple qui va finir par créer ce que j'appelle, il est effet boule de neige, moi je peux appeler la tache d'huile. Oui. Cette tache d'huile-là va irradier complètement tout l'espace france-africain et conduire inévitablement à des réécritures de la Constitution, de nos constitutions que nous connaissons, pour pouvoir permettre justement à l'Afrique d'être au rendez-vous de ce nouveau monde multipolaire qui nous tend les mains. On ne peut pas participer à la naissance de ce nouveau monde multipolaire qui nous tend les mains si nous ne sommes pas capables justement de nous définir nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables justement de tout faire pour nous réapproprier de notre propre souveraineté. Donc je crois que avant de chuter, juste pour vous essayer de vous relancer, puisque vous parlez de cet espace France-africain, justement, qu'on doit essayer d'éradiquer. On sait qu'il y a plusieurs paramètres. Également, vous avez parlé de cette lutte nationaliste, cette lutte pour la souveraineté. On sait qu'il y a des points assez majeurs qui causent généralement des problèmes, justement, dans ces États. On parle, par exemple, du problème de la double nationalité. Vous avez parlé tout à l'heure de ce chef du corps d'état-major français qui était... On a, par exemple, ces exemples-là, pour parler, entre autres, de la double nationalité, par exemple, qui causent souvent problème dans nos différentes constitutions et qui permettent, justement, à certains États, comme, entre autres, la France, d'avoir toujours un certain contrôle et une mainmise sur les États africains. Mais vous savez pertinemment, quand j'ai parlé tout à l'heure des indigènes évolués, oui, à la section de l'indépendance d'un pays frère à côté de nous qu'on appelle le Gabon, son président de l'époque, quand on lui dit, bon maintenant tu vas être indépendant, tu auras ton drapeau, tu auras tes armoiries, etc., etc., il dit, mais il y a quelque chose qui va manquer sur notre drapeau. On dit quoi? Il dit, mais le drapeau français, il faut qu'il soit toujours dessus. On ne comprend pas comment on va être indépendant alors que... Parce que nous sommes des citoyens français. Voilà, par raison. Il y a toute une construction et qui est le fruit de toute cette violence barbare et sauvage qui nous a été dans lequel nous avons été soumis et qui finit par faire croire à certains que comme l'esclave qu'on libère et qui tourne en rond, il revient et dit, mais on me dit que je suis libre, mais moi je ne comprends pas ma liberté dans le sens que dans la maison du maître. Il faut faire attention. Nous sortons vraiment de très 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 loin. Et ce qui fait le charme de cette révolution, je l'ai dit, je vais commencer à utiliser ce mot centrafricain, c'est qu'enfin c'est là où, tout à l'heure on a donné par exemple les classements, là où personne n'aurait pu s'imaginer que quelque chose d'important allait se produire du point de vue de cette réappropriation de notre souveraineté par le biais de la réappropriation de notre réalité historique pour se produire. C'est justement ici que dans le classement des gens qui se faisaient tout le monde aurait pu parier que cette chose-là pu se produire partout en Afrique, sauf en Centrafrique. Oui. Alors, vous avez oublié complètement les lois qui dictent souvent
le mécanisme qui produit souvent les évolutions dans la négation de la négation. C'est-à-dire quand vous avez atteint le fond, il n'y a plus rien d'autre à faire, vous êtes obligé de remonter. Et je crois sincèrement que c'est ça qui donne aujourd'hui la dignité au peuple centrafricain, le charme à cette audace centrafricaine, mais surtout le fait qu'enfin les gens comprennent qu'on ne peut pas dominer très longtemps un peuple digne, un peuple souverain, mais surtout un peuple qui dans son histoire a appris à se battre pour se libérer de toute forme de domination. La réécriture de cette nouvelle constitution n'aura pas pour fonction d'être un instrument de haine contre qui que ce soit. Il aura tout simplement pour fonction d'être un instrument de nouveau pour redonner la dignité au peuple centrafricain. Les questions de double nationalité, comme je le dis, je sors par là, sont des questions en réalité qui se posent dans les termes que nous connaissons dans notre espace, parce que pour la plupart du temps, nous l'avons vu, je peux prendre le cas du Cameroun, où il y avait une dame avocat, quand il faut gagner les marchés au Cameroun, elle est camerounaise. Quand elle doit faire face à la justice, subitement, elle est française. Et la France, depuis la métropole, commence à crier, il faut libérer notre compatriote. Donc, vous voyez que c'est des relations incestueuses qui peuvent exister entre ceux qui clament haut et fort qu'on doit leur cette affaire de double nationalité, mais dans le fond, ce n'est pas une mauvaise chose si on est au service de ses concitoyens, si on est au service de son peuple. Voilà le problème. Donc, je crois que pour nous, ce qui est important, c'est que l'Afrique se retrouve ici. Que toutes les nationalités se retrouvent ici. Qu'elles se retrouvent ici pour bâtir le Centrafrique. Et pour donner l'exemple d'une Afrique solidaire, d'une Afrique qui est décidée à rebâtir le socle de sa dignité, et à partir de l'ensemble de ces agrégats-là, nous serons enfin capables de reconsidérer la question de la nationalité à l'aune de la vision nouvelle qu'on aura. Mais pour l'instant, je pense sincèrement qu'il faut aussi que cette question-là, on continue à la voir avec ce que Yann nous a dit tout à l'heure, des différentes classes. Si nous sommes de la classe des indigènes évolués, excusez-moi, je ne pense pas que ce soit possible que les gens essaient de nous proposer d'avaler cette couleuvre-là sous le fallacieux prétexte qu'on veut absolument aller vers ce qu'ils appellent la modernité. Mais si c'est pour que Mme Cassandra prenne la nationalité, par exemple, centrafricaine, pour être au service de la République centrafricaine, pour être au service de l'Afrique, quoi de plus normal. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on s'emballe et qu'on sache quand même que nous sommes dans une construction et qu'à terme, nous allons trouver le bon équilibre pour permettre à nos pays et à notre Afrique de pouvoir décoller. Merci.